Bonjour, dans mon premier podcast, je vous ai partagé une partie de mon expérience de vie, celle où le cancer m'a frappée. Et là, en fait, j'aimerais vraiment revenir dans ce nouvel épisode sur un des paradoxes qui touche l'après-cancer. C'est cette période en fait qu'on appelle la rémission, et qui est le fait de ne se sentir ni malade ni guéri. C'est ça le paradoxe. Mais d'abord, pour comprendre cela, il faut que je entre un peu plus dans les détails des traitements, des effets secondaires, de ces derniers d'ailleurs, mais surtout des séquelles qui sont des séquelles à vie. Parce que contrairement à une grippe, si celle-ci n'est pas mortelle, le corps n'est plus celui d'avant la maladie. Et moi, je vais vous expliquer également comment j'ai géré ça, comment je me suis fait aider pour arriver à m'en sortir et quelle est ma vie aujourd'hui, la vie que j'aime appeler celle d'une rémissionnaire. Donc dans un premier temps, je vais planter le décor en vous parlant de la résilience, qui est un concept qui a été développé et popularisé par le professeur Cyrulnik. C'est un concept qui est très important, mais qui est mis un peu à toutes les sauces aujourd'hui, en fonction d'une grande popularité. Et du coup, c'est peut-être un peu confus, je pense. Donc en fait, pour expliquer rapidement, la résilience, c'est la capacité à se relever des traumatismes les plus durs et à reprendre un cours de vie normal, un développement psychique normal. Donc actuellement, on présente la résilience comme le modèle de la réussite psychique. On se doit tous d'être résilients. C'est devenu une injonction, un leitmotiv, un peu une norme sociale, comme quand on essaie de nous faire croire, par exemple, aux femmes, qu'une certaine minceur, des traits spécifiques du visage ou encore une couleur de peau, par exemple, seraient les critères de la beauté avec un grand B. Or, dans ce que je viens de dire, on sait toutes et tous, au fond de nous, que la beauté, en fait, elle va se nicher dans la diversité et qu'elle est en grande partie subjective et dépend des normes qui sont établies par la société, mais à une époque en plus donnée. Par exemple, moi qui ai 58 ans aujourd'hui, quand j'étais jeune femme, les femmes qui étaient justement, qui auraient eu comme aujourd'hui des formes très pulpeuses, notamment au niveau du fessier, elles n'étaient pas du tout mises en avant, c'était pas du tout ce qui était considéré comme beau. Donc, je reviens quand même à mon concept de résilience, qui est le fait de reprendre une vie normale après un traumatisme. Donc déjà, dans un premier temps, comme je viens de l'expliquer, il faut comprendre que la résilience, ce n'est pas le seul modèle, ce n'est pas le seul itinéraire et qu'il existe d'autres possibilités. On peut notamment s'effondrer lors d'un traumatisme. Ici, le traumatisme, c'est le cancer et le fait d'être face à sa propre mort. Et également, le traumatisme qui suit, c'est le florilège de traitements, des effets secondaires et des changements radicaux que le cancer va entraîner dans la vie. Donc en fait, imposer la résilience comme un modèle de réussite psychique, c'est impossible, voire c'est un mensonge douloureux pour celles et ceux justement qui justement ressentent cela comme impossible et qui se sentent comme immobiles sur le bas-côté, comme si en fait la vie était une route, si je peux employer cette métaphore. Donc on ne peut pas accroître sa résilience comme un impératif de guérison. En fait, le but, ce n'est pas d'être guéri, mais d'être moins en souffrance, parce qu'on reste de toute façon une personne différente après le choc. Et la résilience, qui est une forme de retour à une certaine normalité, n'est pas permis à tous, parce que la résilience est un processus, et ça dépend de nombreuses briques psychiques, mais également des aides qu'on va pouvoir trouver à l'extérieur. Et donc, à la faveur du traumatisme, je vais pouvoir retrouver quelque chose que je ne connaissais pas, qui n'est pas finalement un retour à un état antérieur, mais c'est une redéfinition de moi. Donc, une fois qu'on a posé ce décor, pourquoi en fait je vais vous parler de cet état qui est un état d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on ne se sent ni malade ni guéri après que la rémission, pardon, pas guérison justement, ait été annoncée par l'oncologue. En tout cas, dans mon cas, mais dans le cas de énormément de patients que j'ai suivis et que je suis encore. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif des soins contre le cancer, moi que j'ai subi, pour que vous ayez déjà une meilleure image et donc une compréhension du parcours du combattant qui fut le mien. Et je vais utiliser finalement cette expérience et derrière les développements psychiques, toutes mes expériences, les traitements avec mes patients et également mes recherches pour en fait étayer ce que je vais vous expliquer dans le podcast. Donc, ce paradoxe de n'être ni malade ni guéri, cet entre-deux. Donc, au niveau des soins, pour moi, au niveau de mon cancer du sein de 2008, j'ai été opérée, on m'a enlevé une partie du sein, j'ai fait des séances de chimiothérapie, plusieurs semaines de radiothérapie qui étaient 4 jours par semaine, et puis après j'ai eu un traitement hormonal pendant 5 ans.
Mais alors malheureusement, comme j'en parlais très rapidement dans mon premier podcast, j'ai subi une erreur médicale qui a failli m'être mortelle et qui encore aujourd'hui finalement entraîne des conséquences sur ma santé, des conséquences assez négatives. Donc très rapidement, je vais vous expliquer. Quand on vous opère pour mettre le petit boîtier sous la peau qui va permettre le passage des produits de chimiothérapie, ce sont des produits très agressifs et donc en fait on va le mettre dans la veine cave qui est la veine qui est la plus importante, enfin qui a le plus gros débit sanguin du corps et ça va permettre de ne pas trop abîmer toutes les veines par lesquelles effectivement tous les produits vont être transportés dans le corps entier. Donc en fait, on fait une petite opération, on vous pose un boîtier dans la peau, sous la peau, et ce boîtier est relié à un tube qui est mis directement dans la veine cave pour permettre donc cette meilleure diffusion des produits. Voilà. Or, la personne qui a effectué ce geste médical a traversé la veine cave et mon poumon droit, et elle a mis le poumon, elle a mis ce tuyau dans mon poumon droit, voyez. Donc, dans les semaines qui ont précédé la première chimio, j'ai beau dire que j'avais mal au poumon depuis l'opération, il n'y a aucun des soignants qui n'a pris ma parole au sérieux. On m'a même dit que c'était une douleur qui provenait du côté gauche de mon corps et qu'en gros, je somatisais à droite et que je devais être un peu douillette. Voilà. Bref, lors de la chimio, j'ai reçu tous les produits de la chimio dans mon poumon, j'ai failli mourir. Je suis partie en réanimation dans un autre hôpital. On a attendu près de 6 heures pour en trouver un autre parce que c'était en été, donc très compliqué de trouver des hôpitaux à ce moment-là. Et là, j'ai été mis en réanimation et j'ai été opérée. Donc après, j'ai eu ce qu'on appelle une pleurésie réactionnelle. C'est-à-dire qu'en fait mon poumon fabriquait du liquide pour tenter de réparer ses parties mortes. Et j'avais environ 1 à 2 litres de sorte d'eau, si vous voulez, qui encombrait mon poumon droit tous les 2 jours environ. Donc en fait, je m'étouffais, je souffrais également énormément, chaque seconde, jour et nuit, et donc j'arrivais vraiment, enfin quasiment pas à dormir. En plus, je devais reprendre les soins, notamment la chimiothérapie, mais avant, il a fallu me réopérer pour reposer un autre boîtier. Voilà, et donc je devais me rendre à l'hôpital plusieurs fois par semaine pour ponctionner ce liquide qui m'étouffait. Et pendant 3 mois, j'ai vraiment été entre la vie et la mort. Je ne quittais pas mon lit. Toutes les choses du quotidien me semblaient insurmontables, comme manger, boire, se laver. J'ai également eu envie en fait de me suicider pour arrêter juste la souffrance, hein. Je n'ai aucune tendance suicidaire, mais c'était tellement dur que je n'en pouvais plus. C'était intolérable. Et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, que les personnes, les grands brûlés, on les met dans le coma parce que la douleur peut être vraiment tellement intolérable que les personnes ne peuvent pas la gérer, veulent juste en terminer. Et donc, en fait, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que moi, je ne voulais pas laisser mes enfants orphelins de mère. Ils étaient encore vraiment très petits, ils avaient 7 ans et demi et 5 ans. Voilà, donc ça a été vraiment mon moteur pour rester en vie. Après, le deuxième cancer, lui, il a été détecté en novembre 2013, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il restait un peu de cellules cancéreuses dans mon sein, après l'opération de 2008, et que malgré les chimiothérapies et les rayons, elles avaient continué à se multiplier et à créer donc un cancer. Donc là, rebelote, de nouveau des séances de chimio. On n'a pas fait de rayons parce qu'on ne peut pas refaire 2 fois sur une même zone des rayons. Et cette fois-ci, j'ai subi une ablation complète du sein. Et en tout, en 10 ans à peu près, j'ai subi une quinzaine d'opérations. Donc finalement, les effets secondaires pendant les traitements ont été très durs et ont été en plus amplifiés par l'erreur médicale. Donc par exemple, je partais le matin debout pour faire ma séance de chimiothérapie et je revenais le soir allongée sur un brancard. Je sais que ma mère était horrifiée. Voilà, c'était les infirmiers et ma mère qui après m'aidaient à monter dans ma chambre. Et je vais juste énumérer un petit peu finalement les effets secondaires pour aussi que vous puissiez vous faire une idée de ce vécu qui est très particulier et pour vous aider à comprendre aussi ce que vivent peut-être des gens autour de vous, des gens qui sont des amis, de la famille ou des collègues de travail. Donc en fait, premier aspect plutôt extérieur qui on peut dire c'est pas très grave, mais en fait finalement ça a des impacts quand même physiques mais aussi énormément psychiques. Donc j'ai perdu toute ma chevelure, mais également toute la pilosité de mon corps. Et ça, en fait, je n'y étais pas préparée. Donc notamment la perte de mes cils et de mes sourcils. J'avais l'impression, quand je me regardais dans la glace, de voir un poisson mort. En plus, d'autant plus, si vous voulez, j'avais le teint jaune, donc pendant très très longtemps. Et heureusement, la psychologue qui me suivait à ce moment-là m'avait conseillé de mettre un trait de colle autour des yeux. Et là, c'est vrai que ça a tout changé. J'ai eu l'impression de nouveau de reprendre un peu figure humaine. Donc je m'étais acheté également une belle perruque. En fait, je l'ai mis une seule fois parce que je me souviens d'avoir, j'avais en fait le crâne très très irrité, j'avais mal. Donc c'était pénible, à la limite du douloureux d'avoir cet artefact sur moi. Et donc la première fois où je le mets, je vais chercher les enfants à l'école
Et là, ma fille, qui était toute petite, hein, elle m'a dit que j'avais la perruque mise de travers et que ça se voyait. Donc je pense qu'elle a eu honte. Et du coup, donc j'ai demandé aux enfants ce qu'ils préféraient. Est-ce qu'ils préféraient que je mette la perruque, bien positionnée évidemment, hein, pas comme la première fois. Donc quand j'étais avec eux dans la rue, ou rien, simplement un petit foulard, parce que j'avais acheté plusieurs petits foulards très sympathiques, voilà, qu'on pouvait mettre très facilement. Et en fait, la réponse a été unanime. Les deux enfants m'ont préféré sans perruque, et même mon fils m'avait dit, de toute façon, maman, tu fais ce que tu veux, moi tout me va, c'est toi qui dois être bien. Alors c'est vrai qu'il était capable d'élaborer un peu plus, parce que ma fille, elle avait que 5 ans, et lui presque 8. Ensuite, autre effet, donc j'ai énormément maigri quand j'ai failli mourir, hein, quand il y a eu l'erreur médicale et que je suis partie en réanimation. J'ai eu une fonte musculaire folle, près de 10 kilos en une semaine. Et en plus, les chimios m'ont provoqué des champignons, des mycoses très douloureuses qui partaient de mon palais dans la bouche et qui descendaient jusque dans l'œsophage. Donc j'étais constamment épuisée. Je n'étais pas fatiguée, hein. C'est vraiment le terme épuisé. C'est très particulier, un épuisement, hein. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je peux vraiment dire que j'étais épuisée. Et la première fois en fait que ma sœur qui était là pour m'aider, justement m'a presque forcé pour mon bien à aller à la boulangerie qui se trouve à peine à 5 minutes à pied de la maison, en fait j'ai cru que je l'atteindrais jamais, quoi. C'était 4 mois après l'erreur médicale. J'ai mis presque un quart d'heure avec la sensation que je pourrais même pas mettre un pied devant l'autre. Voilà, c'était vraiment très très dur. Il a fallu vraiment pour reprendre ne serait-ce que la marche du temps, beaucoup beaucoup de temps. Et quand je rentrais des séances de chimio, je pouvais plus manger, j'avais des nausées, des douleurs abdominales, voilà, enfin avec tout ce que vous pouvez imaginer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis en plus des douleurs que je ressentais en fait comme dans chaque cellule de mon corps, jusque dans mes gencives. C'était assez terrible, donc je pouvais rester que couché. Et même le contact du drap ou de mon pyjama me faisait souffrir. Et après, quand les séances de chimiothérapie ont été finies, j'ai démarré la radiothérapie. Ça m'a brûlé le sein, ça m'a brûlé un peu l'œsophage. Depuis, finalement, je fais de l'apnée du sommeil parce que l'œsophage est très abîmé. Et en fait, quand on pense radiothérapie, on n'imagine pas comme les séances épuisent. Mais pareillement, chaque jour à la fin de la radiothérapie, en fait, j'étais incapable de bouger après. Et donc, heureusement que ma mère et plus tard mon père, mais également mes sœurs étaient là pour m'aider avec les enfants. S'ils n'avaient pas été là, je n'aurais pas pu les garder avec moi et je ne sais pas si finalement je me serais battue autant pour rester en vie. Voilà, donc je m'arrête là, mais je pense que c'est important que je vous ai décrit cela pour que vous puissiez avoir l'image de ce que j'ai réellement vécu, notamment quand j'étais entre la vie et la mort pendant 3 mois, et pourquoi il m'a fallu des années, et toujours encore aujourd'hui, du temps pour remonter la pente, parce que même s'il n'est plus rien comme avant, mais je suis quand même en vie. Donc j'ai quand même vu mes enfants devenir de beaux adultes, des très belles personnes, et c'est vrai que j'en ressens enfin une immense gratitude et une immense joie. Voilà. Et donc pour m'en sortir, j'ai cherché de l'aide autour de moi, donc à l'extérieur de l'hôpital, parce qu'en 2008, en fait, il n'y avait quasiment rien qui était proposé dans les hôpitaux quant à ce qu'on appelle les soins complémentaires. C'est vrai qu'en moins de 20 ans, là, l'évolution a été incroyable et j'en suis vraiment ravie pour les patients actuels parce que si je n'avais pas, moi, eu d'économie, jamais j'aurais pu me payer ces soins. Et donc je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Voilà. Donc il y a quand même le centre antidouleur et les soins palliatifs hein, qui m'ont bien aidé lors du second cancer en 2014, avec des médications très fortes pour contrer la douleur, donc des médicaments notamment contre, enfin des choses très 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 particuliers qu'on utilise normalement, par exemple dans les cas d'épilepsie, enfin des choses comme ça. Également ce qu'on appelle du Cutenza, parce qu'en fait j'arrivais quasiment plus à marcher parce que la chimio avait détruit une partie de la myéline. La myéline, c'est la gaine protectrice des nerfs, et c'était au niveau de mes pieds. Et donc, en fait, j'arrivais quasiment plus à marcher. Donc, tous les 2 à 3 mois, pendant des années, je suis allée à l'hôpital de jour où on m'a posé sur les pieds un gel qui était composé de piments pour brûler les nerfs, en fait, les insensibiliser. Et donc l'infirmière laissait poser ce piment, donc ce gel, hein, un peu moins d'une heure. Elle avait bien pris soin avant d'entourer le pied dans de la glace parce que ça brûle terriblement pendant la pause. Et ça brûle encore environ 48 heures après, hein. C'est très dur, mais après, mes pieds étaient moins sensibles et je pouvais marcher à peu près correctement. Et c'est beaucoup utilisé aussi dans le cas de zona, enfin d'autres maladies neuropathiques assez graves. Je voyais ma psychologue et une fois même en 2015, elle est venue faire la séance chez moi parce que je ne pouvais plus bouger et je faisais une énorme dépression réactionnelle. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que par le bouche à oreille et via une amie qui était médecin, j'ai eu de très bons praticiens. Donc j'allais chez le kiné, chez l'ostéopathe, d'ailleurs toujours, hein, d'ailleurs toujours, hein, tout ça, chez un médecin acupuncteur, le Philippe Docteur Janin. euh,
Il a développé en fait, Philippe Janin, des protocoles de soins pour soulager les effets secondaires et il s'est enseigné en France et maintenant ça va l'être même au niveau des États-Unis. Il a d'ailleurs écrit un livre formidable qui s'appelle Les aiguilles qui soulagent. J'ai vu plusieurs médecins naturopathes, des homéopathes, j'ai fait de l'auriculothérapie, j'ai fait du qigong pour retrouver le sens de l'équilibre et me mouvoir. J'ai eu également la chance d'avoir un énergéticien qui est coupeur de feu et qui me soulageait après les chimios et pendant la radiothérapie. Et aujourd'hui, comme je vous disais, je vois toujours une bonne partie de ces médecins et praticiens pour continuer à aller mieux. Donc je suis à 5 ans après la fin du deuxième cancer, mais en fait je suis toujours dans un entre-deux, c'est-à-dire que le milieu médical, lui, ne me considère plus comme malade, mais ils ne disent pas le terme guérison, hein, c'est rémission, mais moi je ne me sens pas guérie en fait, et cet entre-deux est très dur à vivre, parce qu'il est difficilement compris par une grande partie de gens que je connais. Par exemple, j'ai pris d'ailleurs beaucoup de poids avec le traitement hormonal, pardon, et j'ai toujours une fonte musculaire importante, je suis toujours essoufflée, j'ai une fatigue anormale, constante, une fatigue finalement médicale, vous voyez. J'ai des douleurs constantes dans l'ensemble du corps, notamment dues aux cicatrices qui créent des adhérences à l'intérieur sur les tissus en interne et ça tire notamment sur la colonne vertébrale. J'ai des problèmes de proprioception. Ça fait que je tombe énormément et je me fais souvent des blessures graves. Donc je l'ai beaucoup travaillé à l'hôpital, ça, pour essayer de retrouver un équilibre, notamment parce que comme je ne sens plus très bien sous mes pieds, ben, je ne sens pas le sol. Et ça, c'est cette proprioception, on ne s'en rend pas compte, finalement c'est le sixième sens, mais qui est un sens très important pour se permettre effectivement de se mouvoir dans la vie. J'ai parfois des épisodes effectivement de découragement, voire des angoisses, notamment quand j'ai des blessures qu'on appelle spontanées, des blessures spontanées du corps, comme des entorses de fatigue, alors que je ne fais pas grand-chose, hein. Et puis quand je suis très très fatiguée, j'ai les mêmes nausées que lorsque je subissais les chimiothérapies. Voilà. Donc je fais de la rééducation fonctionnelle à l'hôpital, je fais une cure thermale par an pour diminuer toutes mes douleurs finalement à cette fibromyalgie. J'ai toujours du mal avec ce terme, pardon, fibromyalgie. Voilà, et ces douleurs neuropathiques dues à tous les traitements. Et également pour diminuer mes problèmes pulmonaires. Donc j'ai beaucoup travaillé avec mes psychologues sur la transformation de mon corps au niveau de l'aspect, avec un sein en moins, des kilos en plus, moins de muscles, mes restrictions physiques également dans tous les aspects de la vie. Et finalement, j'ai réussi à mettre du sens sur mon parcours médical et d'une façon encore plus grande sur mon parcours de vie de ces 20 dernières années. Donc je me sens très chanceuse de vivre en France et de voir qu'il y a des progrès et qu'il y en a encore dans la prise en charge des personnes pendant le cancer. Mais aujourd'hui, on commence enfin à parler de la période de rémission. Donc c'est vraiment le grand thème qui pour moi est très important et qui sera le thème de tous ces podcasts, en fait, parce que mon objectif à travers ce podcast, le précédent et ceux qui vont suivre, donc là cette fois-ci je vais le faire à un rythme un peu plus soutenu, c'est de permettre à chacune et chacun de comprendre les mécanismes qui sont physiques et psychologiques à l'œuvre pendant et après la maladie. Et en fait, c'est une main tendue, non seulement aux personnes malades, mais aussi à leur entourage, aux professionnels de santé, aux oncopsychologues. Donc, c'est des psychologues qui sont spécialisés en oncologie. Et ça leur permettra, en fait, j'espère, c'est pour apporter du sens et du courage à ceux qui traversent cette épreuve. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous promets que l'ensemble de mes partages sont comme un puzzle qui vous ouvriront un horizon de compréhension et des clés pour accompagner une personne touchée par le cancer ou être accompagné soi-même. Merci beaucoup et à très bientôt.